Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, Abiy Ahmed, Premier ministre d'Éthiopie et le lauréat de l'édition 2019 du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Il a été récompensé pour les réformes entreprises en vue de consolider la démocratie et la cohésion sociale. Au Sénégal, pour faire face aux besoins en logement des jeunes, le président Macky Sall annonce une hausse du prix du ciment. Actuellement vendu à 3 000 francs CFA, le prix du sac de ciment au Sénégal est le plus compétitif de la sous-région. Et puis vers l'application de la culture des fourragères pour faire face à la sécheresse en Afrique centrale. À travers cette mesure, les pays de la zone veulent anticiper sur les défis de l'alimentation du bétail à long terme. Mais tout d'abord, en Mauritanie, la Commission électorale nationale va intégrer des membres de l'opposition. Cette dernière réclamait une nouvelle CENI pour remplacer l'actuelle composée exclusivement des partisans du candidat du pouvoir. Un compromis a donc été trouvé ce vendredi entre le parti d'opposition et le ministère de l'Intérieur. La commission ne sera pas dissoute, elle sera juste élargie. Toutefois, l'opposition a réaffirmé sa détermination dans le combat pour le changement. Pour rappel, le délai de dépôt des candidatures pour la présidentielle s'achève le 8 mai à minuit. L'Éthiopie est un pays en plein changement sur de nombreux plans depuis l'arrivée d'Abiy Ahmed au pouvoir en avril 2018. Le Premier ministre, qui est d'ailleurs lauréat de l'édition 2019 du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Il a été récompensé pour ses actions dans la région et en particulier pour avoir été l'instigateur d'un accord de paix entre son pays et l'Érythrée voisine. Corinne Kamsefahem et Siam Victoria Sedji. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, désigné lauréat 2019 du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO. Une distinction qui salue son engagement en faveur de la paix, spécifiquement la réconciliation historique entre son pays et le voisin érythréen. Réconciliation actée par des accords signés entre juillet et septembre 2018, mettant ainsi fin à un conflit frontalier qui a fait 80 000 morts entre 1998 et 2000. Elle a posé des actions concrètes, la reprise des vols d'Éthiopie Airlines vers Asmara, l'ouverture de la frontière et le fait que l'Éthiopie accueille quand même des milliers de réfugiés érythréens depuis des années et qu'il a contribué à l'amélioration des conditions de ces réfugiés-là. Au plan interne, Abiy Ahmed, arrivé au pouvoir en avril 2017, s'est activé pour éviter l'éclatement d'une Éthiopie en proie au clivage et affrontements ethniques. Plusieurs accords seront signés entre le gouvernement et des groupes armés rebelles. Abiy Ahmed va ensuite ordonner la libération des prisonniers politiques et entreprendre plusieurs autres réformes. La première des choses qu'on attend de lui dans les 5 prochaines années, peut-être s'il est encore là, ou bien à moyen terme, tout au moins, c'est d'abord cette justice sociale-là. Le prix Félix Houphouët-Boigny, parrainé par 120 pays, a été institué en 1989. Il se propose d'honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité, lesquels ont contribué significativement à la promotion, la recherche, la sauvegarde ou le maintien de la paix, prôné par la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Le 8 mai prochain, l'Afrique du Sud se rendra aux urnes pour élire son prochain président. Le chef du principal parti de l'opposition, Moussi Maïman, a appelé samedi à donner une chance au changement. Lors de ces scrutins, le pays est dirigé depuis un quart de siècle par le Congrès national africain, l'ANC. Lors de son dernier grand meeting avant les élections, l'opposant a dénoncé la corruption, le chômage et la pauvreté qui gangrènent l'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent. Mercredi prochain, les Sud-Africains sont appelés à élire leurs députés et les membres des assemblées des 9 provinces, des élections qui coïncident après avec les 25 ans de la fin officielle du régime de l'apartheid. Vers l'instauration d'une taxe sur le ciment au Sénégal, annonce faite par le président Macky Sall alors qu'il recevait les syndicats pour la fête du travail. Cette mesure permettra, selon le chef de l'État, au pays de pouvoir satisfaire les demandes de crédit logement des jeunes fonctionnaires. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a annoncé l'instauration d'une taxe sur le ciment lors de la cérémonie de remise des cahiers de doléances des organisations syndicales au Palais de la République. Cette taxe, qui aura pour conséquence première l'augmentation du prix du sac de ciment, va permettre de financer la construction de 100 000 logements sociaux conformément au programme quinquennal du gouvernement.
La taxe, c'est vrai, procure à l'État des recettes, mais cette taxe-là augmente le prix, une inflation sur le ciment que des citoyens sénégalais lambda sont en train d'acheter pour construire aussi leur maison. Donc, si l'État était conséquent, on ne peut pas dire qu'on va prendre un petit groupe à qui on va accorder une faveur pour quand même sacrifier presque 99% de la population. Outre la facilitation de l'accès au logement, l'autre objectif visé par le président Sall est la redynamisation du secteur de l'emploi par le biais de la relance de l'habitat. C'est comme dans bien d'autres secteurs. À chaque fois que vous boostez un secteur, il y a forcément des petits emplois qu'on peut ramasser. Et ce sera peut-être le cas, mais ce n'est pas en fait le facteur le plus déterminant pour régler le problème de l'emploi. Actuellement vendu à 3 000 francs CFA, le prix du sac de ciment au Sénégal est le plus compétitif de la région Afrique de l'Ouest. Quant à la tonne, elle se vendait à 80 000 francs CFA entre 2011 et 2012 et se situe aujourd'hui à 60 000 francs CFA. Les pays d'Afrique centrale veulent anticiper sur les défis de l'alimentation du bétail à long terme pour faire face à la rareté de pâturage causée par les effets du changement climatique et la pression démographique de la sous-région. Quant à vulgariser la culture des fourragères pour une alimentation durable et de qualité pour le bétail. Reportage au Tchad de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Marcel Farba-Maroun. Dans la plupart des pays d'Afrique centrale, le bétail manque de plus en plus de pâturage. Une situation due au surpâturage lié au nombre croissant des animaux, l'urbanisation des couloirs de transhumance et le changement climatique. Pour atténuer ce phénomène, le pôle régional de recherche appliquée au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale compte vulgariser la culture des fourragères adaptée aux zones arides pour l'alimentation des bêtes. C'est une plante guinéenne qui est venue de la Côte d'Ivoire. Ça sert à nourrir les animaux. C'est une plante énergétique. Au contraire de ce qu'on avait vu là-bas, la luzerne, qui est une plante protéique. Donc c'est des aliments nécessaires dans un pays où le problème d'alimentation des animaux pose un grand problème. Cela pouvait être d'aide pour les éleveurs. L'Afrique centrale compte plus d'1 milliard de têtes de bétail et ce nombre pourrait doubler d'ici 15 ans alors que les zones réservées au pâturage se rétrécissent. Leur alimentation va constituer un véritable défi pour les éleveurs dans les 2 prochaines décennies. C'est un projet très intéressant, non seulement pour les pays qui ont des problèmes de sécheresse, mais également pour tous les pays, parce que si vous voulez faire l'élevage, il faut qu'il y ait du fourrage et de bonne qualité. Et le fourrage de bonne qualité ne peut venir que d'un processus de recherche agronomique qui garantit et la qualité et les rendements. Bien sûr, on fait tout ça pour de l'économie. Les cultures des différentes fourragères énergétiques et protéiques ont été expérimentées dans la plupart des pays de la sous-région d'Afrique centrale en proie à la sécheresse et des projets de vulgarisation et d'extension de cette initiative sont en cours de réalisation. Le 3 mai est célébrée la journée mondiale de la liberté de la presse, une liberté fondamentale de plus en plus remise en cause un peu partout dans le monde. Le continent n'est pas en reste. Quelle place alors pour les acteurs de la presse en Afrique? Élément de réponse dans ce sujet de Siamlo Victoria Sedji. Persécution, musellement, peine de mort ou d'emprisonnement, assassinat. Tels sont les mots dont sont souvent victimes les acteurs de la presse. Une situation préoccupante dans le monde et surtout en Afrique où la liberté de la presse est très mitigée. D'après le classement mondial de la liberté de la presse 2019, certains pays africains comme le Burkina Faso, le Cap-Vert ou encore le Botswana ont gagné quelques points par rapport à 2018. Toutefois, dans la majorité des pays, on assiste à une presse peu libre. De plus en plus, la société civile, les opinions publiques reconnaissent le rôle important que joue la presse. Ça devient une aspiration même du peuple africain d'avoir une presse libre, viable. Le manque de viabilité de l'entreprise de presse fait que les journalistes sont fragilisés. Les acteurs de la presse seraient-ils indéfiniment en danger sur le continent? Des observateurs estiment que l'amélioration de l'environnement sociopolitique africain pourrait favoriser une meilleure sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Selon l'indice de bonne gouvernance de la Fondation Mo Ibrahim, en 2017, l'Afrique a atteint un score moyen de 50,8 sur 100. Au-delà des lois que les États peuvent mettre en place pour restreindre les libertés, la vraie bataille aujourd'hui, c'est d'avoir des activités viables en Afrique pour que les journalistes puissent faire leur travail dans des conditions de dignité qui sont également très importantes pour leur indépendance. Si la liberté de la presse est un concept encore relatif, vulnérable ou menacé, des analystes interpellent sur les excès dont les médias eux-mêmes se rendent parfois coupables.
coupable. Cette dernière décennie, des organismes d'autorégulation des médias ont vu le jour en Afrique. Objectif, engager la presse dans une dynamique de professionnalisation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.